Je m'appelle Claire Delorme et j'ai 35 ans. Il y a 3 jours, mon mari a disparu pendant tout le week-end. Pas d'appel, pas de texto, pas de « Eh, je suis vivant, ne t'inquiète pas ». Son côté du lit est resté froid. Vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, et puis lundi matin, il a franchi la porte d'entrée comme s'il revenait tout juste d'un jogging au lieu de s'être volatilisé pendant 72 heures. Avant ce week-end, si vous aviez regardé notre vie sur le papier, vous auriez probablement dit quelque chose de net et précis comme « Ils vont bien. Ils sont stables. Ils ont tout compris. » Nous étions ensemble depuis 7 ans, mariés depuis 5. Nous nous étions rencontrés par le biais d'amis communs lors d'un barbecue, un de ces après-midi d'été collants où quelqu'un brûle toujours les hamburgers et où la bière bon marché a le goût de l'eau. Étienne avait fait une blague stupide sur ma voix d'entretien d'embauche, quand je m'étais présenté. Et je me souviens avoir levé les yeux au ciel et ri malgré moi. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant qu'il ne me demande en mariage. Les premières années de notre mariage ont été bonnes. Pas parfaites comme dans un conte de fées, mais solides. Nous avions des routines. Les plats à emporter du mercredi soir, les sorties café du dimanche matin, des blagues stupides que personne d'autre ne comprendrait. Nous parlions d'acheter peut-être une maison de campagne un jour, peut-être un chien, peut-être des enfants une fois nos carrières stabilisées. Nous n'étions pas un couple Instagram avec des tenues assorties et des vidéos chorégraphiées. Nous étions normaux, à l'aise. Et puis, il y a environ 6 mois, quelque chose a changé. Ça a commencé petit. Il s'est mis à travailler tard plus souvent. Ce projet est dingue en ce moment, disait-il en desserrant sa cravate, laissant tomber sa sacoche d'ordinateur près de la porte. On est sous pression. Au début, je l'ai cru. Je sais à quoi ressemble une période de rush. Mais les soirées tardives se sont transformées en nuits encore plus tardives, en samedi travaillé. Des verres de dernière minute avec des collègues qui commençaient à 21h et s'étiraient jusqu'au petit matin. Son téléphone, qui avait toujours été un rectangle abandonné sur la table basse, s'est soudainement greffé à sa paume. Un mardi, j'ai tendu la main vers l'appareil sans réfléchir, juste pour vérifier l'heure, et l'écran a affiché qu'il était verrouillé par un nouveau code à 6 chiffres. « Quand est-ce que tu as mis un code sur ton téléphone ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix légère. Il a haussé les épaules, sans lever les yeux de la télé. Truc du boulot. On renforce la sécurité. Ils nous l'ont demandé. C'était une excuse fragile. Je travaille dans un environnement où la sécurité signifie vraiment quelque chose et personne ne m'a jamais dit de cacher mon téléphone à mon conjoint. Mais j'ai laissé tomber, ou du moins j'ai essayé. Chaque fois que je lui demandais comment s'était passée sa journée, ses réponses rétrécissaient. Bien. Occupé. Épuisé. J'insistais un peu. Il s'est passé quelque chose d'intéressant ? Et il soupirait comme si je venais de déverser une pile de formulaires sur ses genoux. Claire, je suis lessivé. On peut ne pas faire un débriefing tous les soirs ? La première fois qu'il l'a dit, je me suis excusé. La 3e fois, j'ai commencé à entendre le sous-texte. Je ne veux plus te laisser entrer. J'ai essayé d'arranger les choses. J'ai suggéré qu'on parte en week-end. J'ai suggéré une thérapie de couple. Je lui ai dit que j'avais l'impression qu'il était sur une autre planète et que je lui faisais signe de loin. Il passait une main dans ses cheveux, regardait partout sauf moi, et disait « On va bien. Tu réfléchis trop encore. Tu te montes toujours la tête. » Quand j'ai mentionné la thérapie la 2e fois, il a ri. On n'a pas besoin d'un étranger pour nous dire comment parler. J'ai juste besoin d'un peu d'espace, Claire. C'est tout. Ce mot, espace, est devenu sa réponse préférée. Il ne voulait pas dîner ensemble ? Il avait besoin d'espace. Il ne voulait pas dire pourquoi il était rentré à 1h30 du matin en sentant un parfum que je ne possédais pas ? Il avait besoin d'espace. Il passait 3 heures enfermé dans la salle de bain avec son téléphone, le ventilateur ronronnant pour couvrir sa voix. Il avait besoin d'espace. Je ne suis pas stupide. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je savais que quelque chose se fissurait sous la photo glacée de notre vie. Mais je voulais faire confiance à l'homme que j'avais épousé. Je voulais croire qu'il était peut-être stressé ou déprimé ou qu'il traversait une sorte de tempête privée bizarre qui n'avait rien à voir avec moi. Je voulais croire que nous étions toujours dans la même équipe. Puis est arrivé ce vendredi dernier. Je suis rentré du travail vers 18h. La maison était calme, trop calme.
La voiture d'Étienne n'était pas dans l'allée, mais ce n'était plus inhabituel. J'ai enlevé mes chaussures, réchauffé des restes au micro-ondes, mis une émission que je ne regardais pas vraiment, et je lui ai envoyé un texto vers 20 heures. Et, tu rentres à quelle heure? Pas de réponse. À 21 heures, j'ai appelé, directement sur messagerie. À 22 heures, j'ai réessayé. Même chose. À 23 heures, je me sentais mal dans ma peau. J'ai envoyé un texto à son meilleur ami, Damien. Et, tu as eu des nouvelles d'Étienne? Il ne répond pas. Damien a répondu rapidement. Non, pas vu depuis mardi. Ça va? J'ai menti. Ouais, je vérifiais juste. J'ai appelé un autre de ses potes. Personne n'avait rien entendu. J'ai appelé sa mère, en essayant d'avoir l'air détendu. Salut, Martine. Petite question. Est-ce qu'Étienne a mentionné des projets pour ce soir? Je n'arrive pas à le joindre. Il y a eu une pause au bout du fil. Non, ma chérie. Je ne lui ai pas parlé depuis quelques jours. Tout va bien? Je suis sûr que ça va, ai-je dit, mentant encore. Il est probablement juste occupé. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, mon cerveau repassait en boucle les pires scénarios possibles. Accident de voiture, hôpitaux, route sombre, et plus calme mais plus persistante, l'image de lui riant dans un bar faiblement éclairé avec une femme qui n'était pas moi. Samedi matin, je me suis réveillé avec exactement 0 appel manqué et 0 message. J'ai fixé mon téléphone, la barre de notification vide, ravalant la panique et la colère qui avaient exactement le même goût dans ma gorge. J'ai appelé son téléphone. Messagerie encore. Messagerie encore. Messagerie. À la mi-journée, je n'en pouvais plus. J'ai conduit jusqu'à son bureau, verrouillé et sombre pour le week-end. J'ai vérifié la salle de sport qu'il aimait, le café où il rattrapait ses mets, le bar où il jurait n'aller que pour les sorties d'équipe. Rien. Au moment où je suis entré dans le commissariat, mes mains tremblaient tellement que j'ai dû entrelacer mes doigts juste pour les garder immobiles. L'officier à l'accueil a écouté pendant que j'expliquais tout. Mon mari n'était pas rentré. Son téléphone était éteint. Personne n'avait eu de ses nouvelles. Ce n'était pas son genre. Sauf que, bien sûr, ça devenait exactement son genre. Avez-vous eu des disputes récentes? A demandé l'officier en tapant sur un ordinateur. Nous avons des problèmes, ai-je admis. Il est distant, travaille tard, mais rien qui le ferait simplement disparaître. Sa voiture a-t-elle disparu? J'ai hésité. Je n'avais pas vraiment vérifié. Je ne sais pas. J'ai juste supposé qu'il l'avait conduite ou qu'il aille. Pourquoi ne vérifiez-vous pas, madame, dit-il doucement. Rappelez-nous si elle n'est pas là. Je suis rentré chez moi dans un état second, je suis allé dans le garage et j'ai senti mon estomac tomber. Sa voiture n'était pas là. De retour au commissariat, l'officier a écouté ma mise à jour. Il a demandé si des affaires lui manquaient. Je suis rentré à nouveau et j'ai vérifié. Des vêtements avaient disparu. Son sac de voyage, sa trousse de toilette, la belle eau de Cologne qu'il ne portait que pour les grandes occasions. Quand je suis retourné le dire à l'officier, il m'a lancé ce regard. Ce regard lent et compatissant qui dit qu'il connaît déjà la fin de votre histoire et qu'il aimerait ne pas être celui qui doit la gâcher. Madame, a-t-il dit, on ne dirait pas qu'il est porté disparu ou en danger. On dirait qu'il est parti. Il ne partirait pas sans me le dire, ai-je craqué, les mots un peu trop forts. Les gens le font, a-t-il dit doucement. Donnez-lui quelques jours. Il réapparaîtra probablement. Je suis sorti avec l'impression d'avoir été giflé, comme si j'étais la chute d'une blague que je n'avais pas réalisé que nous racontions. Peut-être que je l'étais. Samedi soir, la maison semblait caverneuse. Chaque son était amplifié. Mes pas, le ronronnement du frigo, le tic-tac de l'horloge. Je me suis assise à la table de la cuisine, fixant mon ordinateur portable, le curseur clignotant dans une fenêtre de navigateur vide. Puis, avec une sorte de clarté froide et tremblante, j'ai ouvert notre compte bancaire. Je me suis dit que j'étais responsable, que j'avais juste besoin de voir s'il y avait des frais suspects au cas où quelqu'un aurait volé sa carte. C'est ce que je me suis dit en cliquant sur les relevés, même si mon cœur savait déjà ce qu'il cherchait. Ça n'a pas été long. Il y a 2 semaines, un débit dans un hôtel du centre-ville dont je n'avais jamais entendu parler. 330 €.
Mon pouls rugissait dans mes oreilles. 3 semaines avant ça, un autre hôtel, nom différent, 275 €. Bientôt, je ne respirais plus, je faisais juste défiler. 4 débits d'hôtel au cours des 3 derniers mois, tous au centre-ville. Tous des soirs où il avait travaillé tard ou était sorti avec les gars. Ma main planait au-dessus du pavé tactile, tremblante. Je fixais les chiffres sur l'écran, les dates, les lignes calmes et nettes qui documentaient nonchalamment l'implosion de mon mariage. Dimanche matin, après une nuit blanche et un millier de pires scénarios, j'ai pris une décision. J'avais fini de deviner ce que faisait mon mari. J'allais le découvrir. Dimanche après-midi, je me suis retrouvé assise dans un coin tranquille d'un café, les mains enroulées autour d'une tasse que je ne buvais pas. Le détective privé s'est glissé sur le siège en face de moi comme s'il avait fait ça 1000 fois, ce qui était probablement le cas. Il était plus âgé, peut-être la cinquantaine, avec des yeux fatigués et une attitude pragmatique qui me faisait me sentir à la fois exposé et protégé. « Vous devez être clair », a-t-il dit en offrant un petit hochement de tête assuré. Je lui ai tendu un dossier rempli de relevés bancaires imprimés, de dates surlignées et d'une photo d'Étienne que j'avais prise l'année dernière lors de notre dîner d'anniversaire. Sur la photo, Étienne souriait, chaleureux, détendu. La version de lui que j'espérais voir encore exister sous le mur froid qu'il avait construit ces derniers mois. Je ne suis pas exactement fier de ça, ai-je murmuré en poussant les papiers vers lui. Mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Vous seriez surprise de voir à quel point j'entends ça souvent, a-t-il dit doucement. Il a étalé les documents sur la table, scannant avec le genre de concentration qui vient de l'habitude. Frais d'hôtel, fréquence, modèle, info sur la voiture, photo. D'accord. Il a fermé le dossier, croisé les mains et a rencontré mon regard. Je ne peux pas promettre à quelle vitesse ça ira, a-t-il prévenu. Ça peut prendre des heures, ça peut prendre des jours. Tout dépend s'il se montre quelque part en public. Je comprends. Une fois qu'il fait surface, s'il est avec quelqu'un, je le documenterai. J'ai hoché la tête, sentant quelque chose durcir en moi. Résolution ou chagrin d'amour? Je n'étais pas sûr. Peut-être les deux. J'ai signé pour la compte. 1400 € pour acheter la vérité. Quand je suis rentré chez moi, la maison semblait insupportablement immobile. Mes pas résonnaient dans cet espace silencieux, pressant contre mes côtes comme si le silence lui-même m'accusait de quelque chose. J'ai passé le reste du dimanche à attendre, faire les 100 pas, prétendre que je pouvais me distraire avec la lessive ou le ménage ou la cuisine, rien de tout cela n'a fonctionné. Mon téléphone restait collé à ma main, et chaque bourdonnement, chaque vibration faisait sauter mon cœur dans ma gorge. Mais il n'y avait rien d'Étienne, rien du détective, juste le ronronnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge qui se moquait de moi. À minuit, j'avais éteint les lumières, tiré les rideaux, et j'étais allongé éveillé sur le canapé, fixant le plafond. Je vérifiais mon téléphone toutes les 5 minutes, convaincu d'avoir raté quelque chose. Rien. Vers 2 heures du matin, après peut-être 20 minutes de sommeil haché, mon téléphone s'est allumé avec une nouvelle notification par email. Détective privé. Je me suis assise si vite que ma vision s'est brouillée. Ma main tremblait en ouvrant l'email et la première ligne a chassé tout l'air de mes poumons. Il a refait surface. En dessous se trouvait un lien vers un dossier sécurisé. J'ai cliqué dessus. La première photo était horodatée vendredi 16h17. Étienne sortant de sa voiture sur le parking d'un hôtel du centre-ville. Son sac de voyage jeté sur son épaule. La deuxième photo, vendredi 16h24. Étienne franchissant les portes coulissantes du hall avec une femme à ses côtés. Une femme aux longs cheveux noirs, un blazer ajusté et un sourire que j'ai reconnu sans le vouloir. Pendant un instant, j'ai cru halluciner son visage. Manon Blanc, l'ex-petite amie d'Étienne, celle qu'il balayait toujours d'un revers de main chaque fois que je l'évoquais. Le passé, disait-il, on est à peine sortis ensemble. Tu te fais des idées, Claire. Ma bouche est devenue sèche. La troisième photo m'a presque brisé. Vendredi, 16h31. Étienne embrassant Manon dans le hall de l'hôtel. Ce n'était pas un baiser amical. Ce n'était pas un au revoir. C'était le genre de baiser qu'on donne à quelqu'un à qui on a pensé toute la journée. Mes mains se sont serrées autour du téléphone si fort que j'ai senti la coque s'enfoncer dans mes paumes. Mais j'ai continué à faire défiler. Photo après photo. Samedi matin, eux partant ensemble. Brunch du samedi dans un café.
Samedi après-midi retournant à l'hôtel. Dimanche matin partant à nouveau ensemble. Chaque horodatage était comme un petit couteau, précis et délibéré. Et à travers tout cela, Étienne n'avait pas l'air stressé. Il n'avait pas l'air perdu ou dépassé ou confus. Il avait l'air heureux. Heureux d'une manière dont il ne m'avait pas regardé depuis des mois. Le message du détective sous les photos était clinique, documenté selon la demande, lieu public, aucune loi sur la vie privée violée, plus disponible si nécessaire. J'ai fixé les images jusqu'à ce que mes yeux piquent, jusqu'à ce que le monde se brouille en une tache informe de trahison et d'incrédulité. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis juste resté assise là à attendre le matin, sentant quelque chose se cristalliser en moi, une sorte de clarté froide. À 7h43, j'ai entendu le bruit d'une voiture entrant dans l'allée. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé à travers les stores. Elle était là, la voiture d'Étienne. Mon cœur ne s'est pas emballé cette fois. Mes mains n'ont pas tremblé. Au lieu de cela, je me sentais vide, calme, comme si j'étais sorti de mon corps et que je regardais tout se passer depuis une distance de sécurité. Je me suis assise à la table de la cuisine en attendant qu'il déverrouille la porte d'entrée, dépose son sac et entre à l'intérieur. Il a tourné le coin, m'a vu assise là et n'a même pas sursauté. « Salut », a-t-il dit avec désinvolture, comme s'il revenait tout juste de la salle de sport. J'ai regardé ses vêtements légèrement froissés, la légère ombre de barbe sur sa mâchoire, l'agacement modéré dans ses yeux, et quelque chose s'est mis en place. « Où étais-tu » ai-je demandé, la voix stable. « Dehors. »« Dehors où » ai-je insisté. « Pendant tout un week-end sans répondre à ton téléphone, sans retourner un seul message. » Il a poussé un soupir exagéré comme si c'était moi qui étais déraisonnable. « Claire, j'avais besoin de me vider la tête. »« 3 jours ? Tu es parti pendant 3 jours. »« Tu avais besoin de te vider la tête » ai-je répété, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai déposé une déclaration de disparition inquiétante, Étienne, ai-je dit doucement. Je pensais que tu étais mort dans un fossé quelque part. Il a levé les yeux au ciel. Il a vraiment levé les yeux au ciel. C'est dramatique. Évidemment, je vais bien. Tu n'as pas répondu à ton téléphone pendant 72 heures. Mon téléphone n'avait plus de batterie depuis 3 jours. J'ai oublié mon chargeur, a-t-il claqué. Tu ne pouvais pas en emprunter un ? Tu ne pouvais pas m'appeler depuis le téléphone de l'hôtel ? Il s'est figé pendant un demi-battement de cœur, une minuscule pause, un dérapage. Puis il s'est secoué et a tendu la main vers une tasse. Tu es vraiment contrôlante en ce moment, a-t-il marmonné en se versant du café. Contrôlante, ai-je fait l'écho. J'étais inquiète pour toi. Tu as déposé une main courante parce que j'ai pris un week-end pour moi. C'est du contrôle. Mon pouce est stabilisé, ma respiration a ralenti. C'était presque choquant à quel point je me sentais calme. Où étais-tu ? ai-je demandé à nouveau. Il s'est tourné pour me faire face, s'appuyant contre le comptoir, tasse en main. Tu n'as pas besoin de savoir où je vais. C'était ça. Le moment où le tout dernier morceau de doute en moi est mort. Je me suis levé de la table lentement, j'ai marché jusqu'au bureau de la maison et je suis revenu avec le dossier que j'avais imprimé. Je l'ai posé sur le comptoir devant lui. Qu'est-ce que c'est ? A-t-il demandé. Ouvre-le. Il a posé son café, ouvert le dossier et est passé à la première page. Étienne sur le parking de l'hôtel. Vendredi, 16h17. Son expression n'a pas changé. Photo suivante, Étienne et Manon entrant dans le hall. Vendredi, 16h24. Sa mâchoire s'est serrée. Ensuite, le baiser. Vendredi, 16h31. Sa confiance s'est fissurée comme du verre. Où as-tu eu ça ? A-t-il demandé, la voix soudainement mince. Un détective privé, ai-je dit. Je l'ai engagé dimanche. Étienne a continué à feuilleter les photos. Lui et Manon ensemble tout le week-end, sa respiration devenant superficielle. C'est illégal, a-t-il tenté. Ce ne l'est pas, ai-je dit simplement. Tu étais en public. Pas d'attente de vie privée. Il a refermé le dossier brusquement. Ce n'est pas ce qu'on dirait. On dirait que tu as passé le week-end à l'hôtel avec ton ex-petite amie. On est juste amis. Des amis qui s'embrassent dans les halls d'hôtel ? C'était un baiser d'adieu. D'adieu, ai-je répété. Il a duré 11 secondes.
Il y a un horodatage. Ses mains tremblaient. Tu déformes tout, a-t-il claqué. Qui est-elle pour toi? Personne. Une collègue. Quel est son nom? Ce n'est pas important. Ça l'est pour moi, ai-je dit, étant donné que tu as passé un week-end avec elle pendant que je cherchais dans les hôpitaux. Sa tasse a claqué sur le comptoir, le café éclaboussant les placards blancs. Tu veux la vérité, a-t-il crié. D'accord. Je la vois depuis 3 mois. J'avais besoin de temps pour réfléchir. J'ai pris ce week-end pour comprendre ce que je veux. Et, ai-je demandé. Il a dégluti. Je ne sais pas encore. J'ai regardé l'homme avec qui j'avais construit une vie. L'homme qui avait menti, disparu, trahi, et qui maintenant ne pouvait pas choisir entre moi et la femme qu'il avait déjà choisie. Quelque chose en moi est devenu parfaitement immobile. Sors, ai-je dit doucement. Quoi? Sors de ma maison. Il m'a regardé comme si j'avais parlé une autre langue. Claire, ne sois pas ridicule, a-t-il dit finalement, riant sans aucun humour. C'est notre maison. Non, ai-je répondu. C'est ma maison. Mon nom est le seul sur le crédit. Je l'ai acheté avant notre mariage. Tu le sais. Il a serré la mâchoire de la même manière qu'il le faisait quand il était sur le point de s'entêter par pure obstination. Ça ne veut pas dire que tu peux juste me virer, a-t-il dit. Nous sommes mariés. Tu n'as pas le droit de prendre des décisions unilatérales comme ça parce que tu es fâché. Fâché, ai-je répété doucement. Tu as disparu pendant 3 jours avec ton ex-petite amie, et tu n'es toujours pas sûr de vouloir rester marié avec moi. Je ne suis pas fâché, Étienne. J'ai fini. Ses yeux se sont plissés, cherchant sur mon visage le moindre signe que c'était du bluff, un caprice, une flambée temporaire de colère qu'il pourrait laisser passer. Il n'en a pas trouvé. Tu réagis de manière excessive, a-t-il dit. Les gens font des erreurs. C'est à ça que sert la thérapie de couple. Tu prouves juste mon point sur le fait que tu es intense et contrôlante. Je me suis souvenu de chaque fois où il m'avait traité de paranoïaque alors que je savais que quelque chose n'allait pas. Chaque fois qu'il m'avait dit que je réfléchissais trop alors qu'il était en train de se construire une seconde vie dans mon dos. Le mot contrôlante ne piquait même plus. Il semblait juste paresseux. Tu as eu ta chance d'aller en thérapie, ai-je dit. Je l'ai suggéré il y a des mois. Tu as dit que nous n'en avions pas besoin. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Tu ne voulais pas d'aide, Étienne, ai-je continué. Tu voulais que j'arrête de poser des questions. Il a détourné le regard en premier. Ça ne change rien au fait que tu ne peux pas juste me forcer à quitter ma propre maison, a-t-il dit, la voix plus dure maintenant. Je paie pour cet endroit depuis des années. J'ai des droits. Tu pourras parler de tes droits à un avocat, ai-je dit. Là tout de suite, je veux que tu sortes. C'est de la folie. Ce qui est de la folie, ai-je répondu, c'est que tu penses que je vivrai juste avec ça. Tu ne peux pas disparaître avec une autre femme et revenir ici en flânant comme si tu avais pris un week-end au spa. Il a ricané, mais il y avait un tremblement là-dessous. Tu as 1 heure, ai-je dit. Emballe tout ce dont tu as besoin. Vêtements, articles de toilette, tous les papiers que tu peux porter. Après ça, je change les serrures. Ses narines se sont dilatées. Tu n'oserais pas, j'ai soutenu son regard. 1 heure, Étienne. Pendant un long moment, nous nous sommes juste regardés, l'air entre nous épais de 7 ans d'histoire et d'un week-end de vérité. Puis il l'a brisé avec un rire amer. Très bien, a-t-il dit. Si c'est comme ça que tu veux jouer, ne dis pas que je n'ai pas essayé. Il a attrapé sa valise dans le placard du couloir, a marché d'un pas lourd jusqu'à notre chambre et a commencé à arracher les vêtements des cintres. Je l'ai suivi jusqu'à l'embrasure de la porte, mais je ne suis pas entré. Je me suis juste appuyé contre le cadre, observant. C'est une erreur, a-t-il marmonné en fourre en chemise, jean, chaussettes dans la valise sans les plier. Tu jettes un mariage pour une mauvaise passe. Une mauvaise passe, ai-je dit doucement. C'est comme ça que tu appelles 3 mois de mensonges et un week-end à l'hôtel avec Manon. Il a claqué un tiroir. Tu agis comme si tu étais parfaite, a-t-il répliqué. Comme si tu n'avais jamais rien fait de mal. Tu es épuisante, Claire. Tout est toujours une crise avec toi. J'avais besoin d'une pause. Alors tu as pris des vacances de nos vœux, ai-je dit. Compris.
Il a arrêté d'emballer assez longtemps pour croiser mon regard. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose ressemblant presque à du regret vaciller là, mais ça a disparu tout aussi vite, étouffé par la colère et l'orgueil. Tu vas le regretter, a-t-il dit. Une fois que tu seras calmé et que tu réaliseras ce que tu as fait, tu vas vouloir parler, et je serai parti. Je compte là-dessus, ai-je répondu. Il a secoué la tête d'incrédulité, a jeté une poignée de chargeurs et de câbles dans son sac, et s'est dirigé vers la salle de bain. Je l'ai regardé balayer son rasoir, sa brosse à dents, son eau de Cologne et ses produits capillaires dans une trousse de toilette avec des mouvements saccadés et frustrés. Une fois qu'il a eu une valise zippée et bombée, il en a attrapé une autre sous le lit et l'a remplie plus lentement, cette fois avec les choses qui comptaient pour lui. Quelques photos encadrées, sa veste préférée, la montre que son père lui avait donnée, une pile de carnets de travail. Une partie traîtresse de moi voulait pleurer en le regardant emballer sa vie dans 2 valises, mais la partie plus large et plus froide se souvenait des photos de l'hôtel et de la façon dont il avait dit « Tu n'as pas besoin de savoir où je vais ». Alors, je n'ai pas pleuré. À 9h47, Étienne a fait rouler les 2 valises jusqu'à la porte d'entrée. Il les a posées et s'est tourné vers moi. Ça n'a pas à être la fin, a-t-il dit, la voix soudainement plus douce, presque suppliante. On peut arranger ça. On peut parler. Dis juste à l'avocat que tu as surréagi et que tu veux essayer la thérapie d'abord. J'ai suggéré la thérapie quand tu t'es éloigné pour la première fois, lui ai-je rappelé. Tu m'as dit que j'étais dramatique. C'était avant, a-t-il dit. J'étais confus. J'avais besoin d'espace. J'ai fini pour lui. Tu avais besoin d'espace. Sa bouche s'est aplatie. Je ne suis plus confuse, ai-je dit. Je sais exactement ce que je veux. Ses yeux ont fouillé mon visage une dernière fois. Quand il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, il a secoué la tête, a ramassé ses valises et est sorti sous le porche. Tu es sans cœur, a-t-il dit, l'amertume aiguisant chaque syllabe. J'espère que tu aimes être seul. J'ai regardé au-delà de lui vers la rue vide. Je l'étais déjà, ai-je répondu. J'ai fermé la porte. Je suis resté là un moment, la main sur la poignée, écoutant les roues de ses valises cliqueter dans l'allée, la portière de la voiture s'ouvrir et claquer, le moteur démarrer et s'éloigner. Puis j'ai expiré. J'avais l'impression d'avoir retenu mon souffle depuis des mois. À 14h, les serrures étaient changées. Le serrurier n'a pas posé de questions. J'ai signé le reçu d'une main ferme et je l'ai regardé partir, puis j'ai tourné la nouvelle clé dans la porte, juste pour la sentir, pour entendre le clic subtil qui signifiait qu'il ne pouvait plus entrer ici quand bon lui semblait. À midi, mon téléphone a commencé à s'allumer. D'abord, la mère d'Étienne. 4 appels manqués en 20 minutes. Je les ai tous laissés aller sur messagerie. Puis sa sœur, Julie. Tu dois te calmer et lui parler comme une adulte. Il essaie de t'appeler. Réponds à ton téléphone. Tu es cruel, Claire. J'ai fixé l'écran un moment, puis j'ai bloqué son numéro. Cruel. Était-ce cruel de refuser d'être trompé en silence? Était-ce cruel d'arrêter d'offrir ma maison et ma vie à quelqu'un qui avait déjà choisi un plan B? À 15h07, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois un numéro inconnu. Bonjour, Madame Delorme. C'est Monsieur Robert, votre détective. Ma colonne vertébrale s'est redressée. J'ai entendu par mon associé que votre mari a quitté la maison avec des bagages ce matin, a-t-il dit. Je voulais juste confirmer et voir si vous êtes satisfaite de l'enquête. J'ai regardé autour de moi dans le salon, encore jonché du fantôme de sa présence. Sa couverture drapée sur le bras du canapé, ses chaussures près de la porte, la faible odeur de son eau de Cologne persistant dans le couloir. Oui, ai-je dit. Vous m'avez donné exactement ce dont j'avais besoin. Merci. Je vais envoyer la facture finale et garder le dossier complet, photos, horodatage dans un dossier sécurisé, a-t-il dit. Si vous décidez de les utiliser à des fins juridiques, votre avocat peut me contacter directement. Je le ferai, ai-je dit. Je demande le divorce. Il y a eu une brève pause, le genre qui porte plus d'empathie que les mots. Je suis désolé que ça se soit terminé comme ça, a-t-il dit doucement. Ouais, ai-je répondu. Moi aussi. Après avoir raccroché, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Avocat divorce près de moi. J'ai cliqué sur les premiers résultats, écartant rapidement quiconque avait l'air tapa accent graveleuil ou fantaisiste.
Je voulais quelqu'un qui avait l'air ennuyeux et redoutable, comme s'il passait son temps libre à lire le code général des impôts pour le plaisir. J'ai trouvé une femme dont la biographie faisait 3 phrases et incluait des expressions comme « prestations compensatoires » et « liquidation du régime matrimonial », pas de citations inspirantes, pas de photos portraits flous. Parfait. J'ai appelé le cabinet. La secrétaire a programmé une consultation pour mercredi matin. Apportez toute documentation que vous avez, a-t-elle dit. Relevé bancaire, titre de propriété, tout ce qui pourrait être pertinent. Mes yeux ont glissé vers le dossier sur le comptoir. J'ai de la documentation, ai-je dit. Le reste du lundi s'est passé dans un étrange brouillard feutré. J'ai fait les gestes comme si je suivais une liste de contrôle d'urgence. Changer les mots de passe des comptes. Retirer son nom de la banque en ligne. Annuler la carte bleue commune. Dissocier son email de nos services de streaming. Déconnecter son profil sur chaque appareil. Des petites choses, oui, mais chaque clic, chaque suppression ressemblait à retirer un fil de plus de la vie que nous avions tissée ensemble. Quelque part vers le crépuscule, alors que le ciel virait à ce gris bleu meurtri et que les ombres s'étiraient à travers le salon, des phares ont balayé la façade de la maison. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas, la voiture d'Étienne. Il est sorti seul cette fois et a marché jusqu'à la porte, les épaules carrées comme s'il marchait vers une réunion qu'il prévoyait de dominer. La sonnette a retenti, puis sont venus les coups. Claire, ouvre la porte, a-t-il appelé. On doit parler. Je me suis assise sur le canapé et j'ai fixé la porte. La sonnerie a continué. Les coups aussi. Mon téléphone s'est allumé avec son nom. J'ai refusé l'appel. Il a rappelé. J'ai refusé à nouveau. Après encore quelques minutes de martèlement, le bruit s'est arrêté. J'ai regardé par le Judas alors qu'il retournait à sa voiture, ouvrait brusquement la portière et s'éloignait. J'ai laissé ma tête retomber contre le canapé, expirant lentement. 1 heure plus tard, les phares sont revenus. Cette fois, il y avait 2 voitures. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qui était avec lui. Par le Judas, j'ai vu Étienne debout sur le porche à nouveau, cette fois flanqué de sa mère, Martine. Elle portait un long gilet, son sac à main serré contre sa poitrine comme un bouclier, son expression déjà tendue par le jugement. Les coups ont commencé immédiatement, pas frénétiques, mais fermes, insistants. Claire a appelé Martine. Nous savons que tu es là. Ouvre la porte, chérie. Nous devons parler de ça. Je n'ai pas bougé au début. Je suis juste resté derrière la porte, à les regarder comme si je regardais une scène à travers une vitre. Encore des coups. Finalement, j'ai déverrouillé le pen dormant et j'ai entrouvert la porte juste assez pour qu'il puisse voir mon visage, mais pas assez pour que l'un ou l'autre puisse entrer. Martine a expiré de soulagement. Dieu merci, Claire, chérie, qu'est-ce qui se passe? Étienne a dit que tu l'avais mis à la porte. Il vous a dit pourquoi? Ai-je demandé, la voix neutre. Il m'a dit que tu es fâché et que tu ne penses pas clairement, a dit Martine. Que vous deux avez eu un désaccord et que tu as surréagi. Un désaccord, ai-je répété, inexpressive. Étienne a levé le menton, refusant de détourner le regard. Claire, on peut parler à l'intérieur. Juste 5 minutes. Non, ai-je dit instantanément. Les sourcils de Martine se sont froncés. Claire, c'est ton mari. Tu ne peux pas juste l'enfermer dehors de la maison comme ça. Vous deux devez parler en privé. Allez, laisse-nous entrer. Vous n'entrez pas, ai-je dit stable et calme. Ce n'est pas une discussion. C'est une limite. Étienne a ricané. Tu es dramatique. Dramatique? Mon rire est sorti doux, presque incrédule. Tu as disparu pendant 3 jours avec ton ex-petite amie. La bouche de Martine s'est ouverte. Elle s'est tournée brusquement vers son fils. Étienne, de quoi parle-t-elle? Il a serré la mâchoire. Maman, elle déforme les choses. Ce n'est pas le cas. J'ai coupé avant qu'il ne puisse inventer une autre histoire. J'ai des photos, des horodatages, des reçus. J'ai déposé une déclaration de disparition. Ton fils a passé le week-end avec Manon Blanc. Martine avait l'air stupéfaite, blessée, embarrassée, son visage tirant dans plusieurs directions à la fois. Étienne, dis-moi que ce n'est pas vrai. Il n'a pas répondu. Son silence était la seule réponse dont elle avait besoin. Oh mon Dieu,
a chuchoté Martine. Étienne, il a secoué la tête, défensif. Ce n'est pas aussi simple qu'elle le fait paraître. Claire a été impossible ces derniers temps. Elle est intense. Elle est paranoïaque. Elle micromanage chaque petit. Étienne, ai-je dit doucement. Arrête de parler de moi et commence à parler de ce que tu as fait. Il a tressailli, pas visiblement, mais intérieurement. Je pouvais le voir. Ses épaules se sont raidies. Il a dégluti. Martine a mis une main sur sa poitrine. Claire, les mariages traversent des moments difficiles. Les couples font des erreurs. Ils les surmontent. J'ai croisé son regard uniformément. J'ai suggéré une thérapie il y a des mois. Il a refusé. Le visage de Martine s'est affaissé. Il trompait déjà, ai-je dit simplement. Il ne voulait pas de thérapie. Il voulait que j'arrête de demander où il était. Étienne m'a foudroyé du regard comme si je l'avais trahi, ce qui était presque surréaliste. Martine a essayé à nouveau, la voix tremblante mais ferme. Claire, je suis sûr qu'il y a eu un malentendu. Tu ne peux pas juste jeter un mariage pour une erreur. Une erreur, ai-je répété, incrédule. Il n'a pas trébuché et n'est pas tombé dans une liaison. Il a fait des choix, de multiples choix sur des mois. Ses yeux ont dérivé vers le sol. Quand même, vous deux pouvez sûrement vous asseoir et en parler. Non, ai-je dit, et cette fois le mot a semblé comme une porte d'acier se verrouillant en place. Je ne négocie pas avec quelqu'un qui m'a menti en face et m'a ensuite dit que je n'avais pas besoin de savoir où il allait. La mâchoire d'Étienne s'est serrée. Martine a froncé les sourcils, confuse et troublée. Claire, s'il te plaît. Je demande le divorce, ai-je dit clair et définitif. Nous avons fini. Le visage de Martine s'est chiffonné. Mais Claire. Bonne nuit, Martine. Et avant que l'un ou l'autre ne puisse argumenter, j'ai fermé la porte. Leurs voix ont filtré à travers le bois pendant une autre minute, frappant, suppliant, Étienne finissant par jurer dans sa barbe, mais je n'ai pas ouvert à nouveau. Finalement, ils sont partis. Mercredi matin, j'étais assise dans un bureau aux murs blancs impeccables et aux étagères bordées d'épais volumes juridiques. Mon avocate, maître Hélène Garance, était posée, d'âge moyen, avec des yeux perçants et une voix qui suggérait qu'elle avait passé des décennies à trancher à travers les excuses des gens pour gagner sa vie. Elle a parcouru le dossier que j'avais apporté. Relevé financier, le rapport du détective, les photos imprimées, marquant certaines pages avec des onglets jaunes. Ce sont des preuves très claires, a-t-elle dit. Infidélité documentée, propriété prénuptiale de la maison, pas d'enfant. Ce sera simple. J'ai senti la tension se relâcher dans mes épaules. Enfin, quelqu'un qui ne me disait pas que j'étais dramatique, intense, paranoïaque ou impossible. Maître Garance a posé des questions sur les actifs, les économies, les registres de propriété, les comptes joints. J'ai répondu à chaque question, certaines mécaniquement, certaines avec une pointe d'humiliation. Elle a pris des notes sans jugement. Voulez-vous demander une prestation compensatoire, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit instantanément. Je ne veux rien de lui. Je veux juste que ce soit fini. Il pourrait en demander, a-t-elle dit en tapotant son stylo. Il pourrait prétendre à une disparité de niveau de vie, des contributions au ménage. J'ai secoué la tête. Laissez-le demander. Ses yeux se sont levés, approbateurs. Bien, parce que l'adultère peut affecter l'appréciation du juge, et étant donné les documents financiers que vous avez, il aurait un dossier très faible. Une bobine de soulagement s'est déroulée dans ma poitrine. Je vais rédiger la requête, a-t-elle dit. Vous devriez l'avoir d'ici vendredi. Les papiers ont été signifiés à la maison de la mère d'Étienne vendredi après-midi. J'ai su que le moment était arrivé parce que mon téléphone a explosé de notifications. 17 appels en 30 minutes. Je n'ai pas répondu à un seul. Puis est venu le texto. On doit parler avant que tu ne fasses une énorme erreur. J'ai répondu une fois. Parle à ton avocat. 5 secondes plus tard, un autre appel entrant. J'ai bloqué son numéro. Le silence qui a suivi était le son le plus calme que j'avais entendu depuis des semaines. Le mercredi suivant, Maître Garance a appelé. Son avocat a pris contact. Elle a dit qu'ils veulent négocier. Négocier quoi? Il demande si vous accepteriez de partager la valeur nette de la maison. 50-50e.
J'ai fixé le téléphone comme s'il m'avait insulté personnellement. Absolument pas. J'ai dit que la maison était à moi avant le mariage. J'ai payé 70% du prêt même après le mariage. J'ai les dossiers. C'est ce que je leur ai dit, a-t-elle répondu. Ils ont contre-attaqué avec une demande de 35% de la valeur nette. J'ai ri bruyamment. Il ne peut pas être sérieux. Il se base sur l'affirmation qu'il a contribué aux améliorations de la maison. Je me suis redressé. Amélioration de la maison. Il a acheté un canapé et a peint le couloir une fois. C'est ce que j'ai dans mes notes, à 10 mètres Garance. Donc, j'ai offert 10%. Et ils ont contre-attaqué avec 25. 15, ai-je dit immédiatement. C'est le maximum où j'irai. Il y a eu une pause. Puis Maître Garance a dit, je leur ferai savoir. Pendant les 2 semaines suivantes, les négociations ont fait le yo-yo. Chaque email ressemblait à peler une autre couche du désordre qu'Étienne avait laissé derrière lui. Finalement, les 2 avocats ont confirmé un règlement. Étienne reçoit 15% de la valeur nette de la maison. Épargne commune divisée 50/50. Chacun garde sa propre voiture. Pas de prestations compensatoires. Divorce définitif dans 90 jours. Propre, simple, juste d'une manière qu'il ne méritait pas. Quand j'ai signé le dossier, le stylo glissant par traits fermes sur chaque page, j'ai senti quelque chose changer. Pas du soulagement, pas une fermeture, quelque chose de plus calme, le lent desserrement d'un point que je n'avais pas réalisé que je serrais depuis des mois. Le jour après que le règlement fut officiel, j'ai ouvert ma porte d'entrée pour ramasser un colis et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Pour la première fois depuis des semaines, l'air autour de l'entrée ne semblait pas lourd. Ses chaussures n'étaient pas là. Son eau de colonne n'était pas dans le couloir. Son ombre ne s'attardait pas derrière chaque souvenir. Pour la première fois depuis qu'Étienne était parti avec 2 valises, la maison semblait être la mienne à nouveau. 4 mois ont passé. 4 mois depuis qu'Étienne est entré un lundi matin avec un « bonjour » désinvolte comme s'il n'avait pas disparu pendant tout un week-end. 4 mois depuis que je lui ai tendu un dossier plein de photographies qui mettait à nu chaque mensonge. 4 mois depuis que je lui ai dit de partir. Le divorce a été finalisé il y a 3 semaines. Les papiers étaient une pile mince et peu impressionnante, absurdement petite considérant qu'il représentait le certificat de décès d'une relation de 7 ans. Je ne lui avais pas parlé depuis le jour où il était parti avec ses valises. Chaque mot par la suite filtré par les avocats, par pièce jointe de mai, par signature et termes de règlement, propre, impersonnel, froid. Et je préférais ça comme ça. Parfois, je me demandais si je devais me sentir coupable. Parfois, je me demandais si les gens s'attendaient à ce que je regrette d'être si décisive. Parfois, je me demandais si j'aurais dû lui donner une conversation de plus, une chance de plus d'expliquer ses raisons ou de demander pardon. Mais chaque fois que cette lueur de culpabilité ou de doute s'insinuait, je me souvenais de la photo de lui embrassant Manon dans le hall de l'hôtel. 11 secondes. J'avais l'horodatage. Toute douceur persistante s'évaporait juste là. J'ai lentement reconstruit ma maison. La première chose que j'ai faite a été de vider la chambre de tout ce qu'Étienne avait touché. La couette, les oreillers, les lampes dont il insistait qu'elles mettaient la bonne ambiance. Les œuvres d'art encadrées qu'il avait choisies parce qu'il disait qu'elles faisaient sophistiquer. Tout ça parti. J'ai acheté une literie blanche douce, une table de chevet en chêne chaleureux et une petite lampe de lecture qui brillait comme la lumière d'une bougie. J'ouvrais les fenêtres tous les matins pour laisser la pièce respirer à nouveau. Un après-midi, sur un coup de tête, j'ai peint le salon d'un vert sauge feutré, une couleur qu'Étienne aurait détestée. Il préférait toujours les gris froids et les bleus foncés parce qu'ils avaient l'air minimalistes et masculins. La nouvelle couleur a réchauffé tout l'espace. J'ai réorganisé les meubles. J'ai changé les rideaux. J'ai remplacé les chaises de salle à manger par des plus légères, plus douces. Pièce par pièce, la maison a fait peau neuve, se débarrassant de la version d'elle qui nous appartenait, et a grandi pour devenir la version qui m'appartenait. Et avec chaque changement, l'air devenait plus léger. Par des amis communs, j'ai appris qu'Étienne et Manon avaient déjà emménagé ensemble. Bien sûr que oui. Les gens comme Étienne n'aimaient pas être seuls. Ils avaient besoin de quelqu'un pour verser de la réassurance dans les parties creuses d'eux-mêmes. Et clairement, Manon était disposée. La nouvelle n'a pas fait mal comme je m'y attendais. Elle n'a pas piqué. Elle n'a pas choqué. Elle ne m'a même pas mise en colère.
Au lieu de cela, elle a fait se tasser quelque chose en moi, comme une pièce de puzzle se mettant enfin en place. Bien sûr qu'il a emménagé avec elle. Bien sûr qu'il n'a pas hésité. Bien sûr que sa disparition du week-end avait été un essai pour leur petite fantaisie domestique. Au moins maintenant je connaissais toute la vérité. Il n'était pas parti pour se vider la tête. Il était parti pour vivre une seconde vie sans le fardeau d'expliquer ses choix à moi. Savoir cela rendait étrangement les choses plus faciles. Des amis ont recommencé à m'inviter à sortir. Dîner, soirée vin, activités aléatoires le week-end. Pendant les 2 premiers mois, j'ai dit non. Je n'étais pas prête à prétendre que tout allait bien. Mais lentement, le brouillard s'est levé. Lentement, je me suis souvenu de ce à quoi ressemblait le silence quand il n'était pas rempli d'effroi. Lentement, je me suis souvenu de qui j'étais avant qu'Étienne ne commence à rétrécir mon monde à la taille de ses excuses. J'ai recommencé à marcher le soir. J'ai repris des cours de yoga le samedi. J'ai commencé à lire avant de dormir, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, parce qu'Étienne se plaignait toujours de la langue de chevet. Un vendredi soir chaud, mon amie Émilie m'a convaincu de rejoindre son groupe dans un bar sur le toit. Je m'attendais à me sentir déplacée ou vide, mais au lieu de cela, je me sentais normale, humaine, comme quelqu'un qui n'avait pas attendu un texto qui n'est jamais venu. Un homme a engagé la conversation avec moi. Poli, sourire chaleureux, rire facile. Il n'était pas insistant. Il n'essayait pas trop fort. Il a juste posé des questions sur mon travail, mes lieux de voyage préférés, mes plats réconfortants incontournables. Je lui ai dit les lasagnes. Il a dit que c'était un red flag, parce que son plat réconfortant était les céréales. Et évidemment j'avais meilleur goût. Ce n'était pas du flirt, pas vraiment. Juste une connexion humaine. Pourtant, j'ai réalisé quelque chose d'important ce soir-là. J'avais de l'espace dans ma vie à nouveau. Pas le genre qu'Étienne exigeait, le genre que je choisissais. Quelques jours plus tard, Émilie a dit, « Alors, tu ne vois personne encore, n'est-ce pas ?» J'ai secoué la tête. « Eh bien, » a-t-elle dit, les yeux pétillants. « Quand tu seras prête, le monde est plein de gens qui ne disparaissent pas pendant 3 jours sans explication. » J'ai ri pour la première fois depuis longtemps. La semaine dernière, quelqu'un m'a demandé directement, « Regrettes-tu d'avoir engagé le détective privé ?» C'était une collègue, quelqu'un qui avait entendu des rumeurs via le canal de potin non officiel de notre département. Au début, je ne savais pas comment répondre. Pas parce que je doutais de la décision, mais parce que j'ai réalisé à quel point les choses auraient été différentes si je ne l'avais pas engagé. Sans ces photos, sans horodatage, sans preuve indéniable, Étienne aurait tourné l'histoire comme un maître. Il aurait dit aux amis et à la famille que j'étais contrôlante, que j'avais surréagi, que j'avais ruiné notre mariage sur des insécurités, qu'il était la victime de ma paranoïa. Et les gens l'auraient cru parce qu'il était charmant, parce qu'il pouvait pleurer sur commande, parce que chaque fois que je le questionnais, il retournait la situation contre moi jusqu'à ce que je me demande si j'avais imaginé la distance grandissante entre nous. Mais les preuves avaient parlé d'elles-mêmes. Il ne pouvait pas réécrire l'histoire quand elle était étalée sur papier. Alors, j'ai dit la vérité à ma collègue. Non, ai-je dit. Ce n'était pas extrême. Ce n'était pas invasif. C'était nécessaire. Elle a hoché la tête, pensive. Quand même, ça a dû être dur. C'était plus dur de vivre avec quelqu'un qui me faisait douter de mon propre instinct, ai-je répondu. Le premier matin après que le divorce fut finalisé, je me suis assise sur mon canapé avec une tasse de café et j'ai regardé la lumière du soleil se déverser sur le parquet. Cela semblait calme, mais pas vide, pas solitaire, juste honnête. Il y a une paix étrange à reconstruire sa vie à 2 mains, à choisir ce qui reste et ce qui part, à supprimer les histoires que quelqu'un d'autre a essayé de vous forcer à intégrer. J'ai 35 ans, je suis divorcé, je recommence. Une partie de moi avait toujours imaginé que recommencer ressemblerait à un échec, mais maintenant cela ressemble à une invention, à une découverte, comme si je sortais enfin dans une pièce avec toutes les lumières allumées. Certains soirs, la maison est encore calme, mais c'est mon calme. Et pour la première fois depuis longtemps, le calme est suffisant.